Salut Pierre, Salut Gaël, je suis ravi de t'accueillir sur, À vous les studios, le merci à toi. podcast. Merci beaucoup pour, ton temps que tu et ton partage que tu vas nous délivrer. On va plonger dans les coulisses, de ton podcast, de ton écosystème plus largement, qui s'appelle Soif de sens. Le but aujourd'hui, c'est vraiment d'aller, découvrir, les étapes, qui t'ont permis de créer cet écosystème, vertueux, heu, dont aujourd'hui tu arrives à en vivre, et Ouais. tu as vraiment, je trouve, un écosystème qui te ressemble, qui est éthique, qui est aligné. Donc ce sont des sujets qu'on va, j'espère, aborder et décortiquer ensemble. Non, surtout pas. Oui, oui, on est là pour ça. Avant de plonger, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Bah, salut tout le monde, je m'appelle, Pierre et j'anime le podcast Soif de sens et je trouve qu'il y a des humains qui rayonnent et qui donnent, envie de rayonner et donc en gros, j'ai des crushs, inspirationnels, régulièrement. Heu, à chaque fois, c'est des personnes, liées à l'intérêt général, donc soit des entrepreneurs sociaux, des militants, des gens qui te font voir le monde différemment et bien sûr qui aident à créer un monde, qui et une vie qui ont plus, de sens à la fois au niveau individuel et collectif et du coup, bah, je vais leur tendre mon micro et poncer leur travail pour essayer de faire un peu une masterclass sur un sujet inspirationnel, que ce soit avec, donc moi ça parle principalement, d'écologie, de féminisme, et de solidarité et de quête de sens, mais donc ça peut être autant avec, Jean Covici sur l'énergie ou Camille Etienne sur le militantisme écolo qu'avec, Christophe André sur, comment consoler les humains ou, je sais pas, des épisodes sur le sens au travail ou avec, La Poudre sur les violences, sexistes et sexuelles donc c'est très large, de je sais pas, de la charge mentale à l'éco-anxiété aux ultra riches et mais moi je suis assez curieux de manière générale et donc j'ai voilà, souvent on se focalise sur une seule thématique, que écologie, que féminisme, que, le sport, la photo, peu importe. Bon, c'est quand même spécialisé parce que c'est toujours, des gens qui changent le monde, hein, C'est engagé, oui. mais, c'est ça. Mais voilà, moi c'est ça qui m'intéresse de comment est-ce qu'on aide les gens à la fois incarner le changement pour l'impact social et environnemental et à la fois, bah, c'est dans le titre en fait, soif de sens, moi je trouve qu'il y a tellement de choses qui tournent pas rond ou qui ont énormément de sens et d'autres qui en ont pas du tout. De voilà, comment est-ce qu'on aide à décrypter un peu le monde autour de nous pour se créer une vie qui nous ressemble, qui nous fait envie et qui a du sens parce que c'est pas toujours facile dans ce monde qui nous entoure et en même temps, il y a tellement de gens incroyables mais dont on n'est pas au courant qui font des choses, hyper inspirantes et qu'on peut facilement rejoindre et à notre tour, bah, du coup, rayonner pour inspirer les gens, autour de nous, quoi. On est clairement, on a à peu près la même, soif, évidemment, et le même, la même mission grâce au podcasting. C'est vraiment comme ça qu'on a Ouais. construit Aventure Humaine. C'est pour, s'auto-alimenter de positif parce que c'est comme ça qu'on peut, aujourd'hui, survivre, à toutes ces actualités et surtout en devenant, papa tous les 2 récemment, c'est comme ça qu'on peut, Ouais. avancer, je trouve. Ouais. Après, je peux me permettre une parenthèse. Bien sûr. Bah, voilà, moi, on m'a parlé, d'effondrement de la biodiversité ou des trucs, voilà, qui peuvent être assez lourds, quoi. Donc c'est pas, tout va bien Non, et non, on c'est parle pas que des bisounours. gens qui font des trucs trop cool. Mais à chaque fois, pour moi, c'est hyper important de montrer, bien sûr, on parle du problème, droit dans les yeux, ce que dit la science et cetera. Mais, le plus possible avec des gens qui sont en train de se battre, qui ont déjà acquis des victoires ou en tout cas, moi, il y a une valeur vraiment, cardinale qui est la joie et à chaque fois, voilà, c'est parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux aussi et pour, décompresser des soupapes effectivement dans ce monde qui part parfois en cacahuète, quoi. OK, super. On a bien compris le on va dire l'ADN général. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse, de Soif de sens? Je pense que tu avais des casquettes, d'auteur, conférencier à ce moment-là? Ouais, ouais, les gens qui qui ont envie que leur podcast buzz en 2 mois, ça je suis pas le bon exemple. Bah, moi, j'ai fait une dépression en école de commerce justement parce que j'étais là. Je crois qu'il y a une erreur de casting les gars, en fait, moi, ça me fait pas rêver de vendre un maximum de couches culottes ou de produits dérivés pendant 40 ans. Et donc j'ai fait une grosse dépression et j'ai pris 2 années de pause, ce qui est quand même assez rare pour, de césure pour,
bah, pour bosser, pour tester des secteurs où je puisse trouver un job qui me plaise. Et par chance, j'ai fini par découvrir l'entrepreneuriat social, donc des startups ou des ONG d'ailleurs qui mettent le profit au service de la résolution d'un problème de société, quel qu'il soit, l'accès à l'eau, réduire les inégalités, l'écologie, etc. Et pas le profit comme une fin en soi. Et donc là, je suis là, waouh, c'est trop bien. Mais si tu fais du microcrédit toute la journée, donc c'est du crédit bancaire pour les personnes les plus pauvres qui aident les personnes à sortir de la pauvreté en général, bah, en fait, ça reste de l'Excel H24 et de la finance, quoi. Donc la finalité, elle est cool, mais moi, mon quotidien, je vais pas kiffer, quoi. Et il se trouve qu'en parallèle, j'adore écrire. J'avais déjà écrit un premier bouquin parce que j'avais adoré ma prépa justement à école de commerce, alors que j'ai détesté mon école de commerce. Un bouquin, du coup, un guide pratique où il y a énormément de parallèles en fait, même si c'est pas évident au premier abord avec le podcast aujourd'hui, sur des moyens, des outils pour réussir sa prépa école de commerce et comment on capitalise sur l'expérience des gens qui sont passés avant pour pas réinventer la roue et euh, et partager de l'expérience quoi pour exprimer au mieux nos potentiels respectifs quoi. Et donc en dernière année d'études, j'étais là, ok, j'ai eu la chance de bosser notamment chez Ashoka, qui est un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux où il y avait Pierre Rabhi, pardon, le fondateur de Wikipédia ou plein d'autres beaucoup moins Ah ouais, célèbres. magnifique, Et j'étais là, mais magnifique mission ouais, et réseau, hein, magnifique. c'était, tu connais? Oui, ouais, ouais. Mm. Ok. Parce que je crois que c'est classé genre ONG la septième la plus influente au monde, mais comme elle s'adresse pas au grand public, en fait, personne la connaît, ce qui est assez logique. Et voilà, là-bas, moi, régulièrement, je pleurais de joie tellement je rencontrais des gens qui racontaient leur histoire et qui pouvaient aider par rapport aux réfugiés ou à plein de trucs. Et du coup, j'étais là, ok, en fait, moi, je veux faire mon métier je sais pas, de bosser autour de ces gens-là d'une manière ou d'une autre. Mais il y a plein de gens qui ont envie de s'engager, mais qui savent pas par où commencer, ou qui ont pas forcément, ils en sont pas forcément à l'étape où ils seront peut-être jamais de changer de carrière pour bosser dans un truc qui a plus de sens. Et c'est là que je me rends compte qu'il y en a plein qui proposent ce qu'on appelle des micro-engagements, donc des moyens simples et rapides d'agir pour les autres et la planète. Pas juste dans ton coin, toi qui fais pipi sous la douche ou quoi, même si c'est très bien, mais au service d'un projet collectif. Donc typiquement, je sais pas, Emmaüs, en fait, bah, les gens ne savent pas forcément, mais tu peux aller toi-même acheter chez Emmaüs ou donner des trucs à Emmaüs, évidemment, et ça aide à réduire bah, les inégalités, parce que c'est des personnes en réinsertion, les déchets et le chômage, quoi. Donc plein de trucs comme ça, de vulgarisation. Là, je donne des exemples connus, mais ça peut être un moteur de recherche solidaire comme Lilo ou d'autres choses qui financent des assos. Et donc j'écris ce premier bouquin en dernière année d'école et je kiffe trop en fait. Je savais que j'aimais écrire, mais là il y a le côté entrepreneurial justement que je découvre parce que bah, j'ai jamais été entrepreneur, ou en tout cas porteur de projet, parce que c'est pas encore une entreprise. Et j'ai la chance que ça puisse remplacer un peu mon stage de dernière année d'école de commerce. OK. Et j'étais là, bah, en fait, j'ai pas cherché de métier du coup. En C'est fait, j'ai bon. trop kiffé. C'est ça. Et donc j'ai fait une soirée de lancement du premier bouquin. Donc c'est quoi? C'est en mai-juin 2015. Donc juste enfin voilà, c'était vraiment 15 jours avant la fin de mes études. Et je suis là, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc en accéléré, maintenant, en 3 ans, j'ai fait un livre, c'est auto-édité, c'est ça qui me permettait d'en vivre aussi. À chaque fois, une sélection de 10 projets écolos ou solidaires inspirants, un guide pratique quoi pour s'engager. Au bout d'un moment, j'étais là, bon, je crois que les livres, en fait, tu passes quand même 6 mois dans ta chambre à écrire tout seul et après 6 mois à faire l'autopromo. Et donc, les deux sont sympas, mais pas au point de faire que ça pendant 6 mois, quoi. Mmh. Et je deviens à ce moment-là fanat de YouTube. Et par hasard, je rencontre, il y a une youtubeuse qui m'écrit sur Instagram, ah, ça a l'air trop bien ce que tu fais. Et elle m'invite à une soirée de youtubeur, un truc improbable, vraiment. Merci le monde d'avoir mis Laetitia sur ma route. Et là, je percute, c'est des gens normaux et qu'en fait, c'est une autre forme de création de contenu qui est très proche des livres, en fait. Et j'avais pas fait ce fil entre bah les newsletters, créer du contenu sur Instagram, TikTok, les podcasts, YouTube et les livres en fait. Et du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube qui s'appelait encore comme les livres Changer le monde en 2 heures. Euh, et voilà, et donc c'est des interviews, des résumés de bouquins sur l'écologie ou autres, des expériences sur le minimalisme, le zéro déchet, ou plein d'entrepreneurs sociaux que moi j'avais eu la chance de rencontrer. Et il y a 3 ans du coup, YouTube, moi je suis un peu fâché avec YouTube. Enfin, je suis un peu fâché. Tout le monde dit ça, mais
je blâme pas YouTube pour autant, mais comme justement je parle de plein de thématiques différentes, c'est pas du tout un truc que l'algorithme recommande, parce que forcément si tu regardes une Eh vidéo oui. sur l'écologie, il va te proposer d'autres vidéos sur l'écologie et pas un truc sur la charge mentale ou sur je sais pas, la finance solidaire, quoi. Euh, et comme je faisais des formats longs depuis le début, j'étais là, mais en fait depuis le début je voulais lancer un podcast. Et franchement, si vous si vous vous lancez sur YouTube, en fait, faites-en tout de suite un podcast, Oui. parce que tu prends juste l'audio, ça prend 2 secondes, quoi. Moi, je pensais que ça allait être masse de taf et franchement, le projet serait beaucoup plus gros si j'avais fait ça dès le début. Et du coup, j'ai aussi, voilà, c'était le confinement. Moi, j'ai fait une grosse deuxième dépression, justement liée à l'éco-anxiété et à Ouais. l'effondrement des écosystèmes en cours. Et se dire, ok, à quoi va ressembler le monde dans 5, 10, 30 ans, quoi. Et du coup, voilà, grosse période de, ok, mais qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire? Parce que j'avais l'impression qu'il fallait absolument que le bon truc, ce serait de devenir un militant plus radical, qui fasse de la désobéissance civile et tout ça. Et j'ai testé et j'ai énormément d'admiration pour ces gens-là. Mais en fait, moi, ce qui m'inspire, enfin, j'ai toujours voulu être prof, c'est de partager, c'est d'apprendre, c'est de créer du contenu inspirant. Vraiment, voilà, je suis drogué à ça. Et donc là, j'ai la chance d'avoir une femme qui est j'allais dire directrice artistique, mais là, ça fait 1 an qu'elle a été promue, donc directrice de création. Bref, qui est trop forte dans la com et du coup qui m'aide à voilà rebrander, on va dire, de recréer du coup le nom Soif de sens. Où on est vraiment plus sur le pourquoi du projet et pas Avec sur la le comment boussole. de changer le monde en 2 heures. C'est ça, avec la boussole, qui en plus changer le monde en 2 heures, c'était vraiment très micro engagement, alors qu'entre temps moi j'ai quand même un virage où je me militantise de plus en plus et je comprends que les problèmes ils sont systémiques et pas individuel et voilà, du coup, ça fait 3 ans que c'est un podcast avec des interviews de 30-40 minutes, à la fois avec je sais pas, des assos de collèges féminicides, par exemple, ou des gens connus que j'ai eu la chance d'avoir, je sais pas, Yann Arthus Bertrand ou Vandana Shiva qui a fait plier Monsanto quelques fois et voilà. Et je m'éclate S trop et c'est trop super, bien. super. Quels sont les choix, j'aime bien poser cette question, les choix sans compromis que tu as fait, dès le début? Est-ce que tu t'es fait un petit règlement, une petite charte, avec les 3, 4, 5 points, où tu t'es dit: «Bon ça se passera jamais comme ça chez moi», je sais pas heu, tu n'envoies jamais, l'épisode à, relire, avant la diffusion. Ah, Tu tutoies, obligatoirement, tout le monde. Tu te déplaces. ouais, ça, ouais. Tu fais tout à distance. Tu filmes tout. Un petit peu comment, voilà, au début, comment tu t'es imposé, on va dire, Ouais, un cadre? ouais. J'ai pas fait de charte ou quoi, mais c'est beaucoup sur le C'est le je trouvais feeling ça trop sûrement, drôle de mais le faire tout seul, mais c'est ce que j'allais dire. Après, c'est un mot, souvent utilisé pour dire, «En vrai, j'en sais rien», alors que c'est pas le cas. C'est beaucoup plus, moi, c'est important, comme je disais, que ce soit des gens qui m'inspirent et un coup de cœur et il y a plein de startups écolos qui font des trucs incroyables, mais le mec à la tête, soit je suis au courant que, il est hyper sexiste, par exemple, ou c'est pas forcément un connard, mais juste, ouais. j'ai pas forcément moi, je vais passer 1 semaine de ma vie à, lire le bouquin de la personne, voir tout ce qu'il y a sur internet pour sur ces interviews pour préparer l'interview, l'interviewer, préparer enfin, faire le montage, diffuser tout ça et en plus, c'est quelqu'un que je mets en lumière à mon échelle, évidemment, mais du coup, j'ai envie que ce soit quelqu'un qui m'inspire, quoi. C'est plus la personne que le projet, qui me du coup, c'est hyper subjectif et donc il y a plein de gens qui me suggèrent des invités et je suis là, soit c'est pas forcément pile dans la ligne édito parce que j'ai un truc un peu pas toujours facile à comprendre, soit, c'est juste un coup de cœur subjectif donc voilà et sinon, ça a été ouais, d'élargir justement, heu, à d'autres enjeux parce que, moi j'étais beaucoup au début vraiment sur le social, Mmh. après, l'actualité a fait que: «Ah ouais, l'écologie en fait c'est quand même, assez important». Mais du coup, à un moment, je parlais plus que d'écologie et j'étais là: «Bah, en fait, ça m'intéresse, mais pas, j'ai pas envie de faire que ça. Il y a d'autres trucs qui m'intéressent» et parler que d'écologie, c'est aussi hyper anxiogène. Mmh. Hem et un peu par hasard, du coup, notamment sur Insta, j'ai découvert un compte qui s'appelait, Ta pensée à, sur la charge mentale, avec plein d'anecdotes, de mecs qui disent à leur femme: «Tu pensé à,
faire ceci, faire cela, alors qu'en fait, ils pourraient prendre leur part et faire 50% du boulot, mais on le fait pas. Et c'est comme ça que j'ai, du coup, la première interview de Soif de Sens sur la charge mentale, c'était sur le féminisme, du coup. Et que du coup, ça m'a ouvert à plein d'autres enjeux où, de par mes privilèges, je serais pas forcément allé en tant que mec cis blanc hétéro, mais à creuser la question, je sais pas, des Ouïghours, des personnes LGBT, du discrimination envers les personnes handicapées, grosses, noires, etc. Et, et donc, ouais, de m'autoriser. En fait, moi, si je fais un truc que je kiffe pas, Tu le feras pas. j'arrive plus à bosser, quoi. Tu le feras pas. Bah, c'est vraiment, ça devient très, très compliqué de travailler. Et ça a été longtemps mon dilemme, comme je disais, par rapport à YouTube, où je savais que, bah, mes vidéos qui cartonnaient, c'était sur le minimalisme. Et j'étais là, ok, bah, et à chaque fois, j'avais la frustration que ça cartonne pas plus sur les autres choses. Et je suis là, bah, vas-y, pendant un mois, je fais que des vidéos sur le minimalisme et on verra ce que ça donne pour faire l'expérience, quoi. Et j'ai fini par le faire, même si bah, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et ouais, ça a super bien marché. Mais en fait, j'étais malheureux comme un pou, quoi. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que j'avais repoussé cette expérience pendant longtemps parce que je me doutais que, enfin, c'était pas ce que j'avais envie de faire, mais de enfin le faire une fois. J'étais là, ok, ben c'est bon, je peux éradiquer ça de ma tête. Et c'était un peu pareil pour parler que d'écologie, où j'étais là, pas en vrai, il y a des chances que ça me pénalise. C'est surtout ça que je voulais dire. Mais c'est OK. Et que parce que les gens, du coup, ils t'écoutent, mais ils peuvent pas se dire, ah oui, c'est le podcast sur l'écologie, évidemment. Bah non, là, ça parle aussi de féminisme. Et du coup, déjà, bon, bah, tu perds une partie des mecs, par exemple. Euh, mais du coup, c'est là où le médium podcast est ultra intéressant par rapport à YouTube. C'est que, bah là, il n'y a pas d'algorithme. Et les gens, ils s'abonnent parce qu'ils kiffent ton contenu. Ils écoutent plus longtemps parce que bah, tu es en train de faire autre chose en même temps. Et c'est calé sur une habitude. Donc, t'es pas en compétition avec 10 autres problématiques miniatures sur le même sujet comme sur YouTube. Et là, les gens, ils se disent, ah, ok, c'est cool, je sais pas de quoi on va parler cette semaine, c'est un peu un Kinder Surprise. Mais Mais je sais que ouais. bah, il y aura du sens. Pierre, Ouais. il va régaler. Ça, c'est sûr. J'espère, mais en tout cas, c'est ça. Et du Voilà. coup, est-ce que aujourd'hui tu peux nous dire un petit peu en termes de ratio? Sur YouTube, les données, les vues, tu as plus de 40 000 abonnés, plus de 3 millions de vues, sur la chaîne. Est-ce que tu Ouais. peux, faire une sorte de ratio dans tes chiffres? Heu, Peut-être on te découvre grâce à YouTube parce qu'il y a un algo quand même et ça accélère, ça améliore la découvrabilité. Mais après tout de suite, Ouais. on s'abonne et on t'écoute en podcast. Est-ce que tu as une petite idée Ouais. de tout ça? Je pense que c'est une minorité en vrai de gens, enfin ça existe hein, bien sûr, euh, qui découvrent via YouTube et qui arrivent sur le podcast. De toutes les discussions que j'ai eues avec des abonnés, c'est quand même OK, des audiences qui se recoupent pas tant que ça. Ou en tout cas, t'écoutes pas les mêmes choses en podcast que sur YouTube. OK. Et puis il y a quand même pas énormément de gens qui écoutent des podcasts encore en France pour l'instant, donc faut vraiment aller chercher direct même si te fais découvrir sur YouTube, il y a peu de chances que ce soit des amateurs de podcasts. Et pour les stats, alors ouais, c'est marrant parce que je viens de refaire mon kit média il y a 15 jours et ça m'énerve parce que les stats en fait elles sont hyper trompeuses parce que on additionne des pommes et des bananes alors que Bien sûr, pour les moi une vues et écoute de les podcast ça écoutes vaut, bien sûr, les vues et les c'est écoutes ne incomparable. peuvent pas, c'est des pommes C'est et des ça. carottes, c'est sûr. Parce que si je te dis, oui, sur le podcast, je fais 60 000 écoutes par mois et sur YouTube, bon, du coup, ça fluctue beaucoup plus que sur le podcast, on va dire 80 000. A priori, je fais plus et c'est un peu pareil en termes de temps d'écoute total. A priori, c'est à peu près similaire. Enfin, c'est même mieux sur YouTube. Sauf que, bah, sur YouTube, t'as 3, 4, 5 vidéos qui vont monopoliser la grosse majorité des vues et du temps d'écoute. Parce que sinon, en moyenne, par épisode, enfin en moyenne plutôt en médiane d'ailleurs, parce que la moyenne c'est trompeur justement. Bah, sur le podcast, on est à 3000 écoutes par épisode. Euh, sur YouTube, on est peut-être plus à 2000. Mais sur le podcast, bah, les épisodes, ils sont écoutés à 80% en moyenne, Ouais. alors que sur YouTube, c'est à 20%. Donc, bah, en fait, les gens écoutent 4 fois plus longtemps sur un épisode de podcast que sur YouTube. Et en plus, c'est des gens qui t'écoutent toutes les semaines. Donc, l'impact sur la transformation L'engagement que tu peux est avoir incroyable. sur eux et n'a rien à voir avec quelqu'un je sais pas, qui a regardé des vidéos sur les ultra riches et là, il voit popper ta vidéo et du coup, il va en regarder deux, trois, mais il te suit pas depuis 6 mois toutes les semaines, quoi. Mmh.
Ça, c'est une vraie, et une vraie différence et je vois un petit peu, arriver ceux qui sont aussi bien sur YouTube que sur le podcast. Ils font un Ouais. contenu audio et vidéo et ils mélangent tout pour dire aux annonceurs: «Regarde, heu 10 000 000 de vues, d'écoutes, mélangées par an. Je te fais un joli saladier avec, tout ce qui arrive de TikTok, d'Insta, de machin, de Facebook, tout ce que je Ouais, peux. même avec les réseaux Ah sociaux, quoi. ouais, tout et je te fais popper tout ça et tu regardes après le podcast, bon, bah, c'est une toute petite partie évidemment dans tout ça, Bah, oui. et c'est une grosse Après, je machine. comprends parce que les écoutes de podcast, c'est tellement petit que même les gros youtubeurs, quand ils débarquent, ils sont là: «Mais il y a personne qui m'écoute et c'est horrible» et et donc il y a besoin aussi d'éduquer, Mmh. à OK, en fait, quelqu'un qui t'écoute pendant 30 minutes, ça a énormément de valeur, par rapport à OK, peut-être, 100 personnes qui t'écoutent, 4 secondes sur un réel Instagram, quoi. Donc ça dépend ce que tu veux chercher. Je dis pas que l'un est forcément mieux que l'autre, Mmh, mais voilà, si un annonceur, il vend, je sais pas, moi j'ai des sponsors sur, la Donc reconversion professionnelle, justement, bah, ouais. sur cet aspect de partenaire, à partir de quand tu as été, en contacté? Est-ce que tu as Ouais, été même, contacté, par des marques au début? Comment tu les choisis? ouais. Alors il y a beaucoup de questions là. Heu, Bah, moi du coup, j'ai quand même fait, à chaque fois je partais des bouquins où il y avait une newsletter. Après sur YouTube, du coup là, j'ai commencé à faire quelques sponsoring de temps en temps, mais c'était plus des vidéos de 4-5 minutes sur des startups sociales ou quoi. C'était rien à voir avec, ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, en tout cas, j'avais cette familiarité de bah, soit effectivement c'est les partenaires qui m'en envoyaient, soit c'était moi qui démarchais, mais je le faisais pas énormément. Je pense que ma priorité, c'était clairement d'abord de développer l'audience. Heu et après le podcast, bah, pareil, le podcast, tu pars vraiment de il y a quand même très peu de transferts qui s'est fait, en tout cas à court terme. Bon, il y en a quand même un peu, c'est ça surtout au début qui permet de démarrer, mais bon, ça fait pas des chiffres qui permettent de monétiser, rapidement et en plus, moi, je veux pas faire de pub, dynamique avec, la voix d'une nana d'Intermarché qui dit: «Moins 20 sur les courgettes», je suis là, et en plus, j'ai aucun contrôle sur, alors sur YouTube, c'est le cas parce que malheureusement, bah, c'est abusé comment si tu le fais pas, bah, tu vois vraiment la différence dans tes écoutes. Ce qui est logique parce que, bah, c'est un business et donc, ils vont mettre en avant les vidéos qui sont monétisées, quoi. Mais on peut pas faire du host thread sur YouTube malheureusement. Mmh. Mais sur le podcast, du coup, ouais, c'est la priorité, ouais, pour moi, c'est d'abord clairement, développe l'audience et passe en hebdomadaire et fais ça pendant 1 an, quoi. Et donc je sais Donc ça, pas tu l'as après, fait, pardon, sur 2020? 2021, ouais, enfin, ouais, voilà, c'est ça, et ça fin fait 2 ans 2020, ouais, 2020. Ça fait 2 ans que tu es, bien lancé en termes de création de contenu régulier, aligné et que tu as, des partenaires? Ouais, on va dire ça, ouais. OK. Ouais, ouais. Et du coup, Comment tu fais c'était pour les d'abord des choisir? ouais, alors justement, c'était d'abord des interviews sponsorisées, ce qui est un D'accord, truc qui se d'accord, fait pardon. pas, énormément, je trouve. Et le pré-roll, c'est devenu plus tard parce que du coup, bah, faut faire plus d'écoute pour que ce soit rentable. Après, il y en a qui commencent dès le début et c'est OK aussi, hein, clairement, je suis contre, c'est pas pareil si c'est une stratégie assumée versus si c'est, bah, je me trouve une excuse de faut que j'ai, Mmh. 10-20-50 000 écoutes par mois pour commencer à monétiser, quoi. Tu peux commencer à monétiser dès le début et tu peux trouver, mais c'est plus facile justement pour des interviews sponsorisées parce que là, vraiment, tu crées un contenu de valeur et même s'il y a que 100 personnes qui t'écoutent, bah, si tu leur ramènes un client et que, c'est un produit qui bon, j'allais En dire une voiture, B2B. c'est le pire exemple pour un podcasteur écolo, mais ouais, pour, je sais pas, bah, moi, c'est des formations sur, de reconversion professionnelle pour trouver un métier dans la transition écolo. Mmh. Bah, voilà, c'est un truc qui coûte plusieurs milliers d'euros, enfin, voilà, tu vas y consacrer 1 an de ta vie ou 6 mois, mais si tu leur ramènes, 2-3 personnes, en fait, c'est déjà très vite rentabilisé, quoi. Mmh. Donc d'où, bah, un peu pareil ce qu'on disait, avoir une niche, toute petite mais très qualitative versus, un océan YouTube, quoi. Et le pré-roll, non, le pré-roll, je pense que ça fait, ouais, 1 an et demi et mais du coup, là, c'est marrant parce que c'est un peu en train de s'inverser bah, jusqu'avant, c'était plus les interviews sponsorisées qui rapportaient le plus de chiffre d'affaires et maintenant, c'est plus
le pré-roll. OK. Après, c'était quoi? Comment je les trouve? Comment tu les trouves? Comment tu les Heu, choisis? J'imagine que maintenant, au bout de 2 ans, on a compris que tu acceptais des partenaires. Donc, ouais, on est plus à même de te contacter et de dire, «Coucou, je suis la responsable», franchement, pas tant que ça, hein. OK. Le podcast, c'est encore un truc, bah, si tu enfin, ouais, tu pas de bah, justement, c'est toujours le désavantage qui va avec l'avantage du podcast. La découvrabilité, c'est nul. Il y a plein de gens qui écoutent pas des podcasts et même ceux qui écoutent des podcasts, ils connaissent pas les 3/4 des podcasts sur leur thématique et même moi qui fais énormément de veille et de partenariats avec d'autres podcasteurs pour s'entraider, peut-être on en parlera de troc de podcasts et ben, j'en découvre encore parce qu'il y en a aussi plein qui se créent ou juste, bah, tu as pas entendu parler parce que, bah, ça c'est enfin voilà, Ouais, il y a beaucoup de monde sur terre, quoi. c'est sûr. Mais comme, Et comme alors il y a YouTube, j'imaginais que, voilà, tu étais un petit peu plus, en visible, grâce ouais. à cette chaîne, YouTube et à ton Bah, ouais, mais ancienneté. du coup, la pub pré-roll, ça existe pas sur YouTube, donc les annonceurs et les marques, ils connaissent même pas le podcast, encore moins la pub pré-roll et sur YouTube, ils la voient pas parce que c'est des spots, vidéo, quoi. Heu, donc souvent, c'était moi qui démarchais. Donc ça peut être soit, bah, là, celui dont je parlais, Primavera sur le sens au travail, c'est juste j'ai vu leur pub dans Socialter. Donc prenez des médiums, ou d'autres podcasteurs, engagés, bah, avec qui est-ce qu'ils ont fait un partenariat? Bah, a priori, s'ils l'ont fait avec eux, en tout cas, ils sont déjà éduqués à ça, ils sont convaincus que ça a un intérêt et donc forcément, tu pars de beaucoup moins loin que quelqu'un, où potentiellement, bah, souvent dans mon milieu en plus, il y a peu ou pas du tout de budget. Ils connaissent pas du tout ce que c'est le podcast et ça les fait flipper. Enfin voilà, tu as moins d'éducation à faire, quoi. Donc je fais surtout énormément de veille. J'ai un énorme Excel, et ça, j'aimerais bien bosser là-dessus justement, avoir un CRM propre avec des trucs un peu automatisés, où tu peux ajouter les gens en un clic, sur LinkedIn et que ça rentre dans ta base de données, quoi. Mmh. Ça, faut que je prenne le temps de le faire avec Folk notamment, qui est un Ouais. outil qui propose ça. Et toi, tu fais ça? J'ai testé Folk, pour l'instant, je l'ai pas, processisé, à fond. OK. Je suis Du resté coup, tu as s remplacé par autre chose ou tu j'ai toujours, tu fais à la mano? mon Notion, mais j'ai automatisé une base sur, Airtable. OK. Donc On en il y a reparlera. ça. Ouais. OK. Mais donc je fais une liste de toutes les boîtes qui peuvent m'intéresser. Je me fais énormément targeter sur Insta parce que forcément je suis des comptes, engagés. Puis voilà, dès que je vois bah, sur LinkedIn, des gens qui font des levées de fonds, enfin voilà, après faut être un peu malin aussi, c'est un peu logique, quoi. D'autres potes qui font des partenariats ou juste je me dis et ça c'est beaucoup plus récent, j'étais là: «Attends, en fait, il commence à y avoir des patterns, des tendances dans les gens avec qui j'ai bossé depuis un an. Mmh. C'est quand même marrant que, il y ait quasiment personne sur du zéro déchet et 2 grosses catégories, notamment sur, la finance éthique et le sens au travail. Et en fait, c'est juste évident. Bah, c'est ceux qui proposent des produits, chers et du coup qui peuvent, déjà qui ont plus d'argent, mais qui en plus peuvent, bah, il suffit que je leur ramène 2-3 personnes pour que ce soit, rentabilisé parce que c'est des produits qui coûtent cher. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de convaincre, surtout avec un format long, profond et cetera, Mmh. de 30 minutes, bah, quelqu'un que, bah, il peut retrouver du sens au travail en se payant, un bilan de compétences, dans une super, boîte qui fait très bien ce boulot-là et que ça va changer sa vie, que de convaincre, 1000 personnes d'acheter, une éponge zéro déchet, voilà, ce qui peut exister aussi, mais souvent ils ont un peu moins de budget, quoi. Donc maintenant c'est un peu l'inverse de me dire, bah, ce serait quoi des produits à forte valeur ajoutée, écolo? Que ce soit, je sais pas, du coup là j'ai démarché typiquement, ILEC qui est un fournisseur d'électricité renouvelable, made in France, ou de me dire: «OK, bah, peut-être, je peux aller voir les boîtes de panneaux solaires, je peux aller voir des boîtes j'en sais rien bah, là je pensais à ça l'autre jour, pour créer sa tiny house». Mmh. Enfin voilà, du coup plus réfléchir à l'envers plutôt que me dire: «Ah bah, c'est une boîte écolo donc forcément, c'est pertinent». Bah, déjà, tu c'est quoi les critères qui font qu'ils risquent d'avoir plus de budget? Et idéalement qu'il y ait quand même quelques personnes dans la boîte et pas juste, enfin, voilà, 5, 10, 15 personnes. Bah, forcément, plus c'est gros, plus il y a des chances qu'il y ait de l'argent. Et si tu les as déjà vus faire de la pub, moi, c'est un peu les 3 colonnes qu'il y a dans mon Excel pour, bah, voir s'il y a plus ou moins de chances, qui je contacte en premier en gros, parce que, bah, sinon j'ai une liste Prioriser. interminable, mais j'ai Ouais. juste voilà. Et essayer d'automatiser au maximum ton process pour que ce soit un minimum personnalisé. Je faisais ça cette semaine justement, c'est marrant. Heu,
mais que ça te prenne pas non plus une masse de temps, parce qu'en fait, c'est juste une question de chiffres, quoi. Si tu en contactes 100, tu bien à en convaincre 2 ou 3, au moins, j'espère. Ou alors tu as vraiment targeté n'importe qui, quoi. Mmh. Mais du coup, le problème, c'est plus de targeter les 100 que d'augmenter ton ratio de conversion de 3 à 6, quoi. Et tu as un kit, Et ouais. média. Ouais. Et qu'est-ce que tu envoies en premier à ces responsables ou ces directeurs, ces dirigeants? Ouais. Le kit média, il doit avoir 10 jours, donc vraiment j'ai passé une semaine à poncer. Mais du coup, jusque-là, je faisais pas ça parce que j'avais jamais pris le temps d'en faire un. Heu, il y a un truc, c'est trop bien, qui s'appelle les raccourcisseurs de texte, que je connaissais mais que j'avais pas vraiment utilisé. Je sais pas si vous voyez ce que c'est? C'est juste tu tapes c'est toi qui crées un propre raccourci sur ton clavier. Idéalement un truc que tu vas jamais taper dans un vrai mot pour, voilà. Donc moi c'est, Z et comme c'est une lettre qu'on n'utilise pas souvent en première lettre et derrière, je sais pas, Z, SP1 par exemple, c'est mon premier message, de sponsor et quand je tape ça, Z SP1 sur mon clavier, bah, automatiquement ça va mettre un énorme mail, enfin un texte quoi, pour, je peux dire voilà: «Est-ce que vous bonjour, ça a l'air trop bien ce que vous faites. Est-ce que, ça vous dit de recruter des clients parmi mon audience, écolo?» Voilà, si c'est des sponsors écolo, féministes, c'est des sponsors féministes, d'où la personnalisation. Voilà, moi j'ai créé le podcast Soif de Sens qui parle de ça. Je fais du name dropping parce que ça marche. Souvent j'essaie de voir, c'est ça qui prend le plus de temps en fait. Hem, qui est-ce que eux, la boîte, forcément ça a un lien avec eux. Si c'est les Tiny House, bah, je vais mettre en avant les épisodes qui sont en rapport avec ça. Oui, minimalisme, tout Heu, ça. Ouais. c'est ça. Ou voir, mais ça faut justement que j'arrête de le faire parce que ça prend trop de temps même si c'est pertinent. Si vous êtes au début, faites-le, mais si vous essayez de faire du volume, non. Qui est-ce qui, eux, ils follow sur Insta parmi les gros noms que j'ai la chance, ou Ah les oui. petits noms d'ailleurs, d'interviewer et forcément le mec il se dit: «Ah trop bien, j'adore cette personne», Faut faire ou en tout cas s'il attention lâche des noms qu'ils connaissent quoi. faut faire attention au début à pas passer trop en surqualité. Ouais, Vaut mieux aller chercher, du une volume, une centaine de messages de contacts et après de passer beaucoup de temps sur ceux qui répondent, quoi. c'est ça. Après ça dépend s'il y en a un que tu veux vraiment Ouais. avoir. Après là, c'est plus du coup quand je démarche un invité, où là, bah, je sais pas, j'aimerais vraiment trop avoir, Jean Covici. Bah, là, j'ai vraiment étudié, OK, qui est-ce que lui il suit sur les réseaux, sur son Instagram ou sur Twitter, parce que c'est le seul endroit où tu peux le voir, ou que j'ai déjà vu avec une conférence parler, je sais pas, avec Pablo Servigne. OK, bah, du coup, c'est lui que je vais mettre en avant. Plutôt que quelqu'un qui connaît peut-être pas, tu vois? Je savais pas s'il connaissait Camille Etienne ou bon, maintenant évidemment qu'il la connaît, mais heu, donc voilà. Et du coup, là, ce que j'ai fait maintenant, c'est, heu, pour faire un entre-deux, j'ai fait un template différent pour les catégories de alors faut pas que je crée 18 catégories non plus, mais Trois pour quatre. les podcasts plus, écolo, un peu différent pour l'énergie, même si c'est lié à l'écologie, sur le féminisme, sur, les associations de solidarité, sur, la finance éthique, quoi. OK. Ouais, c'est hyper, global. Comment tu fais pour t'organiser? Est-ce que tu as une semaine un petit peu, type? Tu enregistres tout le temps, sur des créneaux, tu fais, ta création de contenu, tu fais ta valorisation, tu fais ta recherche d'invités ou de sponsors, comment un petit peu tu t'organises? Est-ce que tu as des blocs de temps et des choses, un petit Ouais, peu comme ça organisées, pour essayer d'en gagner, d'en prioriser? ouais. Pas tellement, moi je réfléchis plus à l'échelle d'une semaine, où je OK. sais que faire un podcast de A à Z, ça me prend, 3 jours grosso modo. Heu et je sais très bien que ce que je déteste le plus, c'est la partie de préparation de l'interview, où je trouve ça trop cool de faire des recherches sur quelqu'un, mais après, moi je prépare et justement je prépare trop les interviews à mon avis, et j'aimerais me libérer du temps, là-dessus. Je lis tous les bouquins, enfin souvent s'ils ont écrit des bouquins par exemple, bah, forcément ça prend énormément de temps, et donc ça je sais que je le fais le lundi matin, comme ça c'est le truc chiant et c'est fini, et je culpabilise pas de: «Ah non je l'ai pas fait, OK je le ferai demain. Ah non je l'ai toujours pas fait, OK je le ferai demain». Comme, enfin voilà, c'est le bouquin Eat the Frog, commence par le truc qui te rebute et après t'es là: «Waouh je suis trop fort et je peux kiffer ma semaine quoi». Trop bien. Donc en gros ça c'est 3 jours et après c'est freestyle quoi, ça dépend des c'est plus en fonction de combien d'avance j'ai. Parce que des fois, tu vas contacter 100 personnes et du coup, tu as 3 sponsors qui vont te répondre et en fait, pendant 3 mois, tu pas besoin de démarcher. Et des fois, là, c'est ça qui s'est passé en décembre. Heu, j'ai eu enfin, c'est un problème de riche, hein, mais enfin, plutôt un bon problème, mais mes écoutes, elles ont quasiment doublé en 2 mois
Et du coup, bah, mon sponsor Ilek, justement, qui devait tenir jusqu'au 31 décembre, bah, en fait, il s'est fini fin novembre. Et donc, j'étais là, trop cool. Mais du coup, en fait, c'est demain et j'ai personne pour décembre. Et donc là, il y a eu plein de pistes. Je m'y suis mis à fond, mais c'était un peu tard. Ouais. Et en plus, tu te dis c'est la période de Noël, donc voilà. Mais en fait, bah ouais, le timing était vraiment très court. Et donc, j'ai fini en trouver un, mais du coup, j'ai fait un prix. Mais entre-temps, il y a eu 4 fausses pistes où j'étais là, bah, c'est bon, parmi tous ceux avec Mmh. qui on est en discussion, il y en a bien avec qui ça va le faire. Et en fait, non. Et c'est ça qui est un peu chiant sur le podcast, c'est que bah, si t'as pas de sponsor, c'est de l'argent qui est perdu bêtement, quoi, parce que bah, c'est Oui, c'est écouté à pas ce moment et valorisé. pas demain, Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est ça. En Et bah ouais, ça fait quand même quelques milliers d'euros, quoi. en termes de chiffre d'affaires mensuel, aujourd'hui, tu es à peu près à combien? Si tu peux nous le dire? Ouais, ouais, c'est juste que bah, là, je viens de passer c'est plus en annuel du coup, mais enfin, je sais Oui, pas, peut-être à 4 000. Je viens de passer du coup, je suis ça fait 2 mois que je viens de passer le seuil de TVA à, sur les je sais plus combien c'est, micro-entreprises. 40 Yes. 000, un truc comme ça, Ouais. enfin en service. Bravo! Donc je sais pas, peut-être à la fin merci! C'est vraiment l'admin, c'est comme beaucoup de gens, surtout les Ouais. podcasteurs, je pense, c'est vraiment horrible. Et donc là, je rebossais justement sur OK, bah, maintenant, il y a la déclaration TVA qui va avec, c'est ça. qui est très, très prise de tête, surtout quand tu la fais bien. Et ouais, surtout que enfin bref, c'est un autre sujet. Moi, j'utilise Et donc Indy. là, ouais, je pencherai à 5. Indy pour faire ça Ouais, et ça me prend littéralement, moins de 5 minutes, hein. OK. Même pour les différentes catégories OK, ton prestataire, lui, il est hors UE, lui, il est en UE, Ouais, lui, il est ouais, en ouais. France. C'est hyper, Lui, là, il hyper, peut valider. hyper fluide. OK. On en reparlera. OK, Ouais, avec plaisir. et du coup, donc ton orga, c'est toi qui fais alors dans ton orga de les 3 jours, quelles sont les étapes un petit peu de production? Est-ce que tu passes, donc tu passes beaucoup de temps à préparer, Je passe heu, beaucoup de temps à tout. sur la valorisation, de l'épisode, est-ce que tu crées Non, des extraits, des articles? ça arrive. Comment tu fais? J'ai testé ça, c'est le seul truc où je bosse avec un monteur, mais parce que justement j'avais bah, encore une fois, le premier enjeu, c'est la découvrabilité et tu là: «Mais en fait, je fais un truc génial, mais bah, les gens le savent pas» et donc voilà, donc faire ouais, je faisais quand je le fais avec lui, je fais 7 clips de, je sais pas, entre 15 et 50 secondes pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, avec un super outil qui s'appelle Repurpose, Repurpose.io, Repurpose .io, qui, en gros, moi, je le poste sur Insta en réel, idéalement en collab avec l'invité, comme ça amplifie Ouais. le reach. Mais derrière, tu peux créer mais ça marche dans d'autres sens aussi, je sais pas comment on dit, des automatisations qui vont le reposter automatiquement sur Facebook, sur bon, LinkedIn, c'est pas toujours pertinent, mais sur Twitter, sur TikTok. Et, et du coup, c'est trop bien parce que oui, t'as pas forcément le hat qui est hyper propre, etc. Mais en fait, il y a plein de plateformes où on s'en fout. Et en fait, bah, t'as des trucs qui j'aurais jamais pris le temps de poster sur TikTok, qui cartonnent sur TikTok ou sur Facebook. Et de voir aussi par toi-même que en fait, le même contenu où tu te dis ah c'est de la merde, ça va pas marcher, ben en fait ailleurs il marche et inversement ça te déculpabilise aussi de ah mon truc il est trop nul alors qu'en fait bah des fois c'est juste plus adapté à certaines plateformes ou un coup de bol de ok qui sont les premières personnes qui ont liké et qui ont interagi et bah tu multiplies tes chances de découverte. Mais bah même s'il y en a qui ont fait pas mal de vues, en fait c'est bien sur le long terme, en fond, pour rester vite fait top of mind et que les gens ils voient vaguement qui tu ou qu'ils se rappellent vaguement que tu existes s'ils ont déjà écouté le podcast. Mais j'ai fait ça toutes les semaines du coup pendant 4 mois là et je trouve que ça il y a vraiment pas d'impact visible sur le nombre d'écoutes Alors donc c'est un attends, truc que je vends au ouais, pendant 4 mois, tu l'as fait, mais c'était quand les 4 mois? c'était de février à mai. D'accord, parce que tu nous as dit qu'est-ce qui a fait qu'il y a 2 mois, ou sur les 2 derniers mois, les écoutes ont doublé? Est-ce que tu sais, Je sais pas et ça m'énerve. ah voilà, c'est ça qu'on OK. Heu, Parce que donc tu ouais, testes ouais, ouais. beaucoup de choses et on n'arrive Oui, pas forcément à le comprendre, et à vraiment diriger, des actions ouais. qui ont marché, c'est ça? Bah, en vrai, il y a une explication, mais qui du coup est pas du tout. Enfin, c'est pas forcément. C'est intéressant, mais pas forcément pour
parce que c'est pas recopiable, c'est que j'ai changé d'hébergeur. J'étais chez Ocha, qui est trop bien pour monétiser pour pas trop cher, faire ses pubs soi-même au début. Mais en fait, j'ai eu énormément de problèmes avec Ocha qui monétisait que, je sais pas, 80% des écoutes, par exemple, et donc t'as 20% qui disparaissent dans la nature. Et surtout, des fois, c'est 90, des fois, c'est 50. Et t'es là, enfin, en fait, moi, je vends un stock, donc j'ai besoin de savoir quand est-ce que de, ouais, de simuler des prévisions, quoi. Et ils arrivaient pas trop, enfin, je trouve que le support client était pas, à mon goût, assez à la hauteur à m'apporter des réponses. Et donc là, du coup, ça fait un mois que je suis passé chez Audiomins et, et c'est trop bien. En gros, Ocha, c'est trop bien côté design, c'est hyper intuitif pour les débutants et c'est pas trop cher et c'est trop bien pour mettre. Voilà, le but c'est vraiment pas de cracher sur ce qu'ils Bien font, sûr, bien sûr. mais On c'est a pas été chez Ocha, on était très contents ouais. et depuis 3 ans évidemment pour, on va dire se professionnaliser, on a fait le même choix que toi et on est sur Audiomins, notre partenaire Ouais. principal. Où là, c'est vraiment des techos, quoi, Mmh. des vrais pros de ça. Et alors oui, la plateforme est moins sexy, mais en soi, ça va, c'est quand même très prenable en main. Et maintenant, j'ai 99% des écoutes qui sont monétisées, mais du coup, je calculais, et là, je crois que j'ai perdu 7 000 € en fait de chiffre d'affaires l'année dernière, d'écoutes qui auraient pu être monétisées, qui l'ont pas été à cause C'est de énorme, ça, quoi. c'est énorme quand même. Et, Mmh. et ouais. Et donc, ce pourquoi j'en parlais, c'est que mes écoutes ont énormément augmenté quand je suis passé chez. Elles avaient déjà commencé avant, mais ça s'est vraiment accéléré le jour où je suis passé chez Audiomins. Et donc, je pense qu'il y a clairement des trucs de comment tu calcules une écoute. Tous les trucs des certifications IAB, ACPM, etc. Et je pense qu'ils le comptent pas de la même manière. Alors, j'arrive pas trop à voir les détails. Et bon, au final, c'est en ma faveur, donc je vais pas non plus passer 1000 ans à OK, essayer de OK. comprendre. Mais je pense que chez Ocha, il y avait des écoutes qui comptabilisaient pas, soit parce que leurs critères sont plus stricts, soit parce qu'ils n'arrivaient pas à les comptabiliser, je sais pas. Mmh. Et donc en fait, je pense qu'en fait mon audience a continué à augmenter au fil de l'année, parce qu'avant Ocha, j'étais chez Encore, qui a été racheté par Spotify. Et quand j'étais passé chez Ocha, déjà mes écoutes elles avaient baissé. Et donc t'as un peu un truc chelou de en fait, si j'ai même pas l'indicateur numéro un qui est fiable sur combien d'écoutes je fais par mois, qui est ce que je vends, qui est même moi pour moi, ça a un impact énorme sur mon moral, pas parce que je suis à la course aux écoutes, mais parce que j'ai envie, je m'en fous que ça fasse plus 1% ou plus 100%, mais de sentir que ça grandit et que que ça avance, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire un truc dans la durée. Euh, ouais, du coup, c'est en partie pour ça que ça a doublé. Et après, on m'a aussi dit, mais j'ai pas eu de validation, que ça a été mis en avant sur des plateformes, OK. sur Apple ou autre, mais ça, je l'ai pas vu de mes yeux et j'ai pas eu de preuves, donc je sais pas à quel point. Enfin, la personne n'était pas forcément sûre non plus, donc. OK, OK. Qu'est-ce que C'est ça qui est chiant avec le podcast. ouais, qu'est-ce que tu donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu, fais pour, augmenter, pour interagir avec l'audience, pour comprendre ce qui l'intéresse ou ce qu'elle attend? Je sais que dernièrement, tu as fait un premier enregistrement live. Heu, est-ce Ouais. qu'il y a des petites choses comme ça, enfin des grandes choses comme ça, des grosses roches, on va dire, 1 fois par mois, 1 fois par trimestre que tu mets en place? Euh, en, en vrai, ça c'est pas un truc. C'était un one shot et c'était trop cool. C'était justement avec la Nef, qui est une banque éthique qui finance que des projets écolo et solidaires, où ça fait 3 ans que je bosse avec eux. Et donc j'étais là, en fait moi là j'ai déménagé à Lyon. J'avais déjà fait plusieurs meet-up à Paris et j'adore ça, mais tu prends jamais le temps d'en faire assez. Mmh. Mais à Lyon, j'étais là, je sais pas trop s'il y a assez de gens et j'ai juste pas pris le temps de le faire, notamment parce que je viens d'être papa. Et, euh, et j'étais Félicitations. là, venez. Merci. Et la Nef, vraiment, ils sont à 2 stations de métro de chez moi. Ils sont Oh à 5 top, minutes à vélo, quoi. top. Et donc j'étais là, vas-y. Enfin, en plus, voilà, je suis à l'aise avec eux. Ils ont une grande salle pour leur assemblée générale parce que c'est une coopérative. Et ça, venez, on le fait chez vous comme ça. Il y a déjà une salle. Vous pouvez ramener des gens. Moi, je peux ramener des gens. Et du coup, c'est aussi un truc que j'ai pu vendre en plus de la prestation, parce que forcément, c'est pas tout à fait le même boulot qu'une interview normale. Alors je disais live, mais en fait, c'était pas retransmis en Oui, live, oui, il y avait mais c'était en du live dans le sens, il y avait du public, OK quoi. et Euh, vous étiez combien? il y avait une quarantaine de personnes, Top. sachant que je me suis pris un peu tard là-dessus. Je pense que la prochaine fois, j'anticiperai beaucoup plus. Mais ouais,
par exemple, tout mon coworking, ils étaient trop chauds pour venir, mais en fait, je leur ai dit 15 jours avant et ils ont tous une vie sociale assez riche et ah oui, ok, je suis un peu la tête dans les couches et je pense que je suis un peu plus focus boulot et famille que pote et du coup, j'ai une vie sociale un peu moins riche. Voilà. Mais, donc ça, c'est pas forcément un truc qui a forcément ramené énormément d'écoute ou quoi. C'était plus un truc qui permettait d'avoir une offre supplémentaire et plus qualitative. C'est trop intéressant qu'il y a quand même des gens qui découvrent ton podcast, de parler avec des abonnés, etc. Mais ça m'a surtout donné envie d'en refaire. Et typiquement, là, je sais pas du tout si ça va se faire ou pas, mais je vais faire une interview normalement de Swan Périssé, une humoriste écolo et féministe qui cartonne sur les réseaux sociaux et que j'aime beaucoup. Et elle a pas envie de le faire à distance. Et là, moi, elle est entre Clermont, on est entre Montpellier, pardon, et Paris où elle joue son spectacle. Et du coup, j'étais là, bah, vas-y, on l'a fait à Paris. Et après, j'étais là, bah, en fait, on peut essayer voilà, je suis en train de voir s'il y a pas une salle avec Make Sense ou d'autres gens ou des gens de l'entrepreneuriat social où, bah, c'est quand même quelqu'un de super connu et ça peut intéresser des gens. Et j'aimerais trop faire un truc régulier, soit carrément la Nef, c'était leur propre interview où il y avait du public, mais tu pourrais avoir un sponsor juste que tu remercies au début, où il y a son logo derrière et qui finance 3, 4, 5 épisodes et faire des épisodes avec du public comme ce que fait Lorraine Bastide de La Poudre au Carreau du Temple. Et du coup, tu as un cycle de conférences, on va dire. Ça, je trouvais ça trop cool, mais c'est pas du tout... c'est plus dans les cartons pour l'instant. Concrètement, ce qui m'a aidé à développer l'audience et que je trouve que personne ne fait et je comprends pas pourquoi, c'est les rediffs. Juste, moi, je fais un épisode par semaine. Bon, faut avoir plus que 10 épisodes, quoi. Mais tous les dimanches, du coup, j'ai un nouvel épisode et tous les vendredis, il y a une rediffusion de l'année dernière qui est passée. Alors, ça marche aussi parce que moi, c'est pas du contenu d'actualité chaude, brûlante. Et donc, si je parle je sais pas, de sens au travail, encore une fois, ou d'écolieu, ou de comment vivre de sa micro-ferme, forcément, dans un an, ça a encore du sens. Alors peut-être qu'il y a une micro-parenthèse à un moment où on parle d'une actu, mais c'est très rare. Et forcément, les épisodes marchent un peu moins bien, peut-être, je sais pas, 20-30% d'écoute en moins, et forcément, ça cannibalise un peu l'autre épisode, mais franchement, c'est aussi pour ça que je le mets le vendredi, comme ça, l'autre, il est un peu toute la semaine parce que la priorité est au nouvel épisode, évidemment. Ça, direct, ça peut permettre d'augmenter de 30-40% tes écoutes, quoi. Donc c'est énorme. Mais les gens... Ouais, mais moi, j'avais l'impression que ça allait saouler les gens, parce que je me disais, les gens, ils l'ont déjà écouté. Spoiler, non. Il y a plein de gens qui écoutent ton podcast que une fois par mois. Ou, truc le plus rigolo, il y en a qui aiment, bon, c'est quand même beaucoup plus rare, mais qui aiment réécouter les épisodes. Et franchement, moi, au début, je le faisais parce que, du coup, trop perfectionniste, tout ça, maintenant, je le fais plus. Mais je réécoutais chaque épisode pour couper, justement, les petits trucs qui sont un peu datés ou quoi. Oui, c'est ça, l'opposé de toi, ça, je sais. Et j'étais là, putain, mais en fait, c'est trop intéressant et c'est toujours aussi pertinent un an après. Et je peux essayer d'autres titres aussi. Et du coup, d'autres mots-clés ou des gens qui auraient... d'autres angles, ouais. Des gens qui auraient été pas convaincus par le titre l'année dernière, là, ils vont l'écouter et en fait, c'est le même contenu. Mais eux, ils vont trop kiffer juste parce que ils ont donné leur chance à ce titre-là. Et il y a plein de nouveaux gens qui sont arrivés entre-temps aussi, quoi. Sûr. Qui te connaissaient pas l'année dernière, qui vont pas scroller jusqu'à l'épisode 3 quand t'es à l'épisode 100. Et ça fait juste plus de points de contact quand t'ouvres ton appli et que moi, c'est ce que je fais. Je sais pas si tout le monde fait ça, mais moi, je vais dans publier récemment, en gros, plus qu'aller sur le podcast que je vais écouter. Et du coup, forcément, s'il y a plus d'épisodes de Soif de Sens, il y a plus de chances qu'on t'écoute. Super. Est-ce que tu fais aussi des extraits le jeudi et le samedi, c'est ça? Ouais, exactement. Ça, c'est le deuxième truc, pareil, où dans ma tête, j'étais là... Ouais, je vais dire, c'est de la triche, ça va saouler mon audience et tout ça. Et en fait, j'ai eu aucun retour négatif. Bon, sur le podcast, t'as pas non plus énormément de retours par rapport à YouTube ou quoi, ou Instagram. Mais même, j'ai fait un petit sondage sur Instagram où juste tu demandes aux gens. Et en fait, ceux qui n'ont pas envie d'écouter, ils écoutent pas. Mais ils voient ton épisode la veille. Et du coup, pareil, ça fait un point de contact en plus qui multiplie les chances qu'ils écoutent tes épisodes. Et souvent, c'est 2-3 minutes. Donc en plus, ça permet de le monétiser. Donc ça, c'est trop cool. Et ouais, ça veut dire que du coup, jeudi, j'ai un extrait de la rediffusion du vendredi. Et samedi, j'ai un extrait du nouvel épisode qui sort le dimanche. Qui du coup est pas cannibalisé lundi, mardi, mercredi et dimanche. Et ça, je comprends pas pourquoi personne
Ouais, si ça apporte de la valeur et que c'est et franchement, ça prend pas, moi, ça me prend 2 secondes ça me prend 1000 ans de créer un nouvel épisode. Mais par contre, rediffuser un ancien, surtout sur Audiomine, c'est trop bien fait, par rapport, ah tu vois, ouais, justement, ça tu as juste, c'est 3 clics, dupliquer. Ça inclut le MP3 et tout. Je mets juste au début que c'est une c'est une rediff. rediff. Tu peux changer le Comme titre ça, les gens, et ils puis voilà, c'est dans la voilà. boîte. Et les autres, je mets extrait au début. Ça dure, 2-3 minutes. Je choisis l'extrait. Bien sûr, faut qu'il soit intéressant, mais je Mmh. choisis aussi en fonction d'abord du titre. Ça, c'est vraiment à la youtubeur, quoi. Tu réfléchis d'abord à la miniature et après, et puis voilà, puis pour que ça soit pas le même angle que si tu parles, OK, là, c'était sur les droits de l'enfant et juste après tu dis, «Quels sont les droits de l'enfant?» Autant avoir 2 titres, avec 2 angles différents, quoi. Mais ça, c'est un truc que je comprends pas. Je tanne, des copains qui ont des plus gros podcasts de le faire, mais tu l'impression que tu vas spammer ta communauté et peut-être que des fois c'est le cas, hein, j'en sais rien, faut voir au cas par Ouais, cas mais après, tu peux et en fait, non. responsabiliser. Moi, je dis souvent ça. On utilise, régulièrement, ce principe et on responsabilise, en fait, l'audience. S'ils veulent pas l'écouter, on les oblige pas. Ils peuvent, très facilement, l'enlever de l'app. Ouais, après tu peux prendre le risque qu'il y en ait, je sais pas, comme une newsletter qui te saoule, même s'il y a un épisode sur 2 qui te plaît dans la newsletter, bah, tu te désabonnes et que tu perds un petit pourcentage. Mais franchement, si enfin, après, moi, j'ai fait des épisodes où j'expliquais: «Voilà ce qui va se passer. Maintenant, il va y avoir, par Mmh. exemple, des pubs au début du podcast et c'est important parce que ABC, et ce sera, Oui, pas Total ou je sais pas qui tu l'expliques. et il y aura des rediffusions et des extraits». Après, il y a plein de gens qui auront jamais écouté cet épisode, qui sont arrivés, après, par exemple et c'est OK, mais ouais, je crois beaucoup au fait de, bah, juste d'expliquer pourquoi tu fais les choses, faire des petits épisodes bonus, même si ça dure, 5-10 minutes et tu fais ça pendant un mois ou vraiment ou je sais pas, tu mets une petite intro au début de tous tes podcasts pendant un mois en disant, «Attention, bah, maintenant, moi je vous propose du contenu gratuit de qualité, toutes les semaines, et je suis trop content de le faire. Mais maintenant, il y aura des marques engagées, et ça a du sens parce que X, Y. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, il y a pas de souci, mais soyez pas surpris, Mmh. heu, ouais. On est hyper, alignés. Quel est le meilleur moment? Quel est la meilleure chose qu'a pu t'apporter Soif de sens? En général, du coup, pas du tout en termes d'écoute ou quoi? Non, non, en général, ouais. Dans ta vie, dans ton quotidien, en tant qu'homme. Pardon, en tant qu'humain, Carrément, direct. en tant qu'humain. Ouah. Bah, au début, j'allais te raconter une anecdote avec Ruffin que je peux raconter, mais le premier truc, c'est du sens, c'est ch enfin, vraiment, je peux me lever quand je veux le matin, j'ai pas de enfin, si, maintenant, si, avec un bébé, mais jusqu'à il y a 9 mois, j'avais pas de réveil, en fait et c'était un luxe de ouf. Je peux travailler d'où je veux, quand je veux, j'ai de la chance de passer 1 heure à discuter avec des je sais pas, des Yann Arthus Bertrand, des Nous Toutes, des gens que je kiffe, enfin, voilà, que je découvre que et d'apprendre et j'adore apprendre et c'est un luxe de fou et en plus, bien sûr, bah, tout le côté impact, quoi. Des gens qui je sais pas, qui réduisent, la viande, qui se disent: «OK, je vais arrêter la viande», bah, «J'ai rejoint tel asso», bah, en fait, j'étais en burn-out et maintenant, grâce à ta vidéo sponsor, je vais devenir maraîchère et me reconvertir, ou faire un bilan de compétences et retrouver du sens et bosser dans le service public et moi, ce que j'aime trop, c'est vraiment un truc sur mesure où non seulement, j'ai bien sûr des comptes à rendre à mes clients, mais voilà, c'est pas un gros client qui prend tout mon chiffre d'affaires. Mais du coup, j'ai pas de boss. Ma communauté, ils sont trop cool et sur le podcast, tu as quand même moins de la pression de ta communauté, quoi. Il y a beaucoup moins de Et haters. voilà, ça, c'est plus sur, tous les extraits justement que tu postes Ouais, surtout quand tu es, enfin bref, ouais, si tu parles de féminisme ou de choses comme ça, enfin même il faut d'écologie fermer les écoutilles, là. et ouais, il y a des baffes qui se perdent, quoi, mais ouais et Et ouais, j'aime trop ce côté, bah, tu sais pas de quoi, la semaine prochaine sera faite et que, tu vas, je sais pas, avoir un coup de foudre pour un réalisateur de film avec qui tu vas trop bien t'entendre et devenir pote avec lui et comme c'est des gens qui sont vraiment au service d'une cause, alors c'est pas automatique, hein, c'est pas parce que tu es dans le social, comme je disais tout à l'heure, que tu es un humain avec qui ça va trop matcher et qui enfin voilà, il y a des gens dans le social qui incarnent pas toujours les valeurs du social, mais
statistiquement quand même plus qu'ailleurs, parce que t'es pas là pour la thune a priori, ou pour d'autres choses. Et ouais, du coup, t'as des rencontres humaines qui sont juste trop kiffantes et des opportunités un peu what the fuck, trop cool de bah là on en a pas du tout parlé, mais typiquement, du coup, moi je suis très branché marketing et tout ça, donc je suis trop content de faire ce podcast là. Et j'avais eu la chance de participer, enfin, j'ai eu la chance, j'ai payé clairement, à la formation de l'extra bootcamp de Bart, du podcast Extraterrien, Ouais, premier podcast sur le sport et vraiment cette formation, c'était, enfin, il y a lunaire. plein de trucs que j'ai partagé là Mmh. qui sortent de cette formation. Et moi, j'ai fait plein de formations et vraiment, enfin voilà. Et là maintenant, bah, je vais probablement aider, en tout cas aller partager mon expérience, peut-être devenir formateur dans la formation, parce que ça me rend ouf que il y ait plein de podcasts engagés qui font un taf trop bien, mais qui ont des croyances limitantes par rapport à l'argent ou qui savent pas démarcher. Enfin voilà, tout comme toi là, le contenu que tu fais, bah ça peut vraiment aider des gens à exprimer leur potentiel et à arrêter d'être focus sur eux et non, je suis pas légitime ou l'argent c'est mal, etc. Et remettre leurs bénéficiaires au centre en disant, bah en fait quand tu réfléchis comme ça, tu prives les gens de ton don, de ton cadeau, du contenu que tu crées, qui peut aider à changer des vies et peut-être à changer le monde, quoi. Et même si ça aide qu'une personne qui, je sais pas, qui est en train de vivre un deuil, qui est en train de traverser un burn-out, une rupture amoureuse, une maladie, peu importe, bah, je sais pas, c'est hyper puissant, quoi. Et, et donc, ouais, c'est un peu ce côté, faut que j'arrête d'utiliser Kinder Surprise quand je parle de trucs anticapitalistes, mais, mais ouais, de toutes les semaines, il se passe des trucs un Mmh. peu improbables que t'as pas dans beaucoup de métiers, quoi. Mmh. L'anecdote avec, Ruffin, s'il te plaît? Ah oui, oui, du coup, j'avais pas répondu avant, en fait, mes interviews, c'était j'habitais à Paris Oui. et trop bizarrement, même les gens super connus, ils acceptaient de venir chez moi, mais comme en fait, quand ils vont, je sais pas, sur le plateau TF1, hein, c'est toujours eux qui se déplacent, c'est rarement l'inverse. Après, avec le Covid, j'ai fait moite-moite et après, en déménageant à Lyon, maintenant, je fais 90% à distance et c'est trop bien aussi, même si t'as moins la connexion humaine, mais bah, ça va beaucoup plus vite. J'ai pas besoin de ranger tout mon appart. Là, vous voyez que ça et ailleurs, c'est le bordel, c'est pas grave. Et Ruffin, du coup, qui vient chez moi un soir pour l'interview. Et, et on avait des gros problèmes de voisinage, pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète, avec notre voisine de dessus qui, je pense, avait clairement des problèmes mentaux. Et Ruffin, bah voilà, il peut être assez passionné et énervé quand il parle d'inégalité. Et du coup, il commence à parler un peu fort et il devait être, je sais pas, à 19h30, quoi. C'était même pas si tard. Mais du coup, dans l'épisode, on entend son coup de balai qui fait boum, boum, boum. Genre, ah, c'est pas bientôt fini ce bordel! Et là, tout d'un coup, tu vois Ruffin, du coup, je l'ai gardé au montage, évidemment. Magnifique. Il fait, oh, je suis désolé, on est en train de déranger la voisine, elle est pas contente et tout. Et donc, c'était trop drôle. Et ouais, ça c'est épique. Et juste après, t'avais ma chérie qui était au sport, qui, Qui qui osait pas débarque? rentrer parce qu'elle savait que j'étais en Ah non, interview. OK. Alors que c'est très bien qu'elle peut passer, voilà, il y a pas de souci. Et puis voilà. De toute façon, il y a un couloir, il y avait une porte. Et du coup, elle était au téléphone avec sa mère au téléphone bah, je peux pas rentrer chez moi, en fait, il y a Ruffin. Je fais, quoi? Bah, s'il est à la radio, tu coupes la radio. Elle fait, non, non, il est sur mon canapé, en fait, je peux pas rentrer chez moi. Voilà, des trucs comme ça Magnifique. qui sont assez rigolos. Et ta pire galère? Qu'est-ce qui est, Ma pire galère. le plus, ouais, soit une pire galère sur un moment, soit le plus gros inconvénient? Bah, du coup, c'est un truc très récurrent, donc c'est la qualité du son, quoi. Quand tu fais les interviews à distance, tu maîtrises pas le setup de la personne d'en face. Sinon, moi, je lui filerais juste un deuxième micro comme j'ai et ce serait parfait, quoi. Mais souvent, bah, là, cette semaine, elle avait un wifi pourri parce qu'elle était fin fond de la campagne. Ou voilà, s'ils sont pas familiers avec la technologie, moi, maintenant, je leur fais envoyer un micro pas trop cher. Mais du coup, il faut quand même le paramétrer avec eux. Sur tous les ordis, c'est différent. Et donc, enfin voilà, juste d'avoir un son correct, voire de qualité. Tu leur De l'autre renvoies côté, ça et c'est, ils te le renvoient ou pas? Ils le ça dépend des fois. OK, Euh, je... Mais je pars du principe que c'est c'est cadeau. une dépense, quoi. Je pars du principe qu'ils ne le renverront OK. pas. S'ils le renvoient, tant mieux. Après, c'est souvent des gens qui font plein d'interviews et, enfin, je leur demande d'abord s'ils en ont un. S'ils en Oui, ont oui. un, bah trop bien. Voilà. Mais s'ils en ont pas, bah du coup, ça leur en fait un qu'ils peuvent réutiliser pour la suite. Mais ouais.
Mais ouais, c'est un peu ça mon Et sur, principal enjeu, et parce que sur bah, tu les dis je fais quoi? haters, tu as commencé un petit peu à en parler. Et vu que ta ligne éditoriale est engagée, vu que voilà, tu abordes Ouais, une multitude de sujets, comment tu gères du coup tout- ouais, tous bah, ces alors c'est mauvais. pas du tout mon premier problème, hein, Ok, par rapport à ce qui est important, pour moi, et j'ai pas non plus, des milliards de haters, surtout sur le podcast. Voilà, c'est plus sur les clips justement, comme j'en fais sur TikTok, sur YouTube ou quoi, où il y a des bonnes communautés pardon, de soit de climato-sceptiques, soit mm. de masculinistes, j'en sais rien, regarde ton corps de brindille et tout ça, va à la salle. Et je suis là: «Mais je vais à la salle, enfoiré!» Ou bah, voilà, juste on essaye je sais pas, de dire que je suis gay, ou enfin des trucs pour, Ok. délégitimer le fait que, enfin, ça a aucun rapport avec le sujet en fait, juste, bah, les femmes ont des droits, quoi. Bref, bah, le seul truc que je fais qui est enfin, au début, j'étais vraiment en mode, bah, j'ai envie de parler avec chaque personne, et du coup, il y a plein de fois où en fait, bah, la personne, devient tout de suite un agneau. Elle est là: «Ah, en fait, il y a un être humain derrière, que j'ai insulté», et voilà. Heu et en fait, maintenant, à chaque fois, je sais pas, je vais lire le truc en me levant, et du coup, ça va me saouler, pendant 1 heure, et après je vais y repenser, je fais: «OK, qu'est-ce que je lui réponds?» Et il y a plein de fois où j'ai des idées de tacle, trop stylées à répondre pour leur fermer leur bouche, et en même temps, je suis là: «Bah, c'est pas vraiment ça le message que j'ai envie de véhiculer non plus, juste de t'humilier et te fermer ta gueule parce que t'as dit un truc, sexiste ou raciste ou quoi». Et du coup, maintenant, juste, je réponds plus, Mm. et déjà ça, du coup, moi, dans ma tête, bah, du coup, ça prend beaucoup moins de temps, heu et d'énergie. Et sur YouTube, t'as la super possibilité de pouvoir, Bannir. masquer l'utilisateur, aux yeux des autres, Ouais. et donc lui, il commente son truc, il voit son commentaire, mais personne d'autre le voit, Oh, et magnifique. ça, c'est assez satisfaisant de dire, en fait, tu es invisible, mais tu ne le sais pas. Et alors, bien sûr, ça n'est pas du tout les gens qui critiquent, enfin, je suis complètement ouvert à la critique, et les gens qui sont pas d'accord ou quoi, il y a pas de Oui, oui, souci. quand c'est C'est gratuit, ça plus quand sert à c'est rien. vraiment, méchant, voire illégal, en fait, quand c'est, je sais pas, homophobe ou autre, quoi. Super. Voilà. Ok. Quelle est ta vision du podcasting en France, ou en tout cas de la creator economy? Est-ce que tu as, est-ce que tu vois des évolutions? Est-ce que tu as quelques projections ou envies sur les prochaines années sur des choses qui peuvent se passer avec l'intelligence artificielle, avec d'autres choses, d'autres sujets? Ouais. J'avoue, ça, c'est à la fois incroyable et à la fois méga flippant, parce que du coup, déjà, la première observation, c'est effectivement qu'il y a de plus en plus de petits créateurs, Ouais. et du coup, moi, le premier, mais du coup, c'est trop bien, et c'est ça qui fait que, bah, même quand tu passes sur, France Inter ou TF1, tu l'impression c'est plus un truc de légitimité qu'en fait un truc enfin, ils ont de moins en moins d'audience parce qu'on grignote tous Mmh. leur audience. Donc c'est cool parce que nous, du coup, il y a plein de petits gens qui peuvent en vivre. Mais bah, maintenant, ça devient de plus en plus mainstream, donc vraiment tout le monde crée du contenu, donc forcément, ça crée aussi plus de concurrence. Et avec l'IA, bah, alors là, tu peux, démultiplier la qualité du contenu, la quantité plutôt du contenu. Et justement, c'est ça le problème, c'est comment tu fais savoir que, bah, toi, ton contenu, il est un peu plus travaillé que les autres, même si tu peux faire des trucs, bien avec l'IA, mais souvent, faut repasser derrière, pour l'instant. Donc ouais, il y a un peu ce truc-là mais qui peut être aussi, mais cool, mais d'archipélisation bah, on est de plus en plus nombreux, et donc pour moi, c'est là aussi où ça a du sens bah, de s'entraider. Par exemple, je parlais des trocs de podcast écolo où on va publier un épisode l'un de l'autre. C'est Jeanne de Basilic qui a lancé ça. Mmh. Même si elle, au début, carrément, elle publiait des épisodes de l'autre sans rien attendre en retour. Et après, les gens, ils ont fait: «Ah, bah, c'est trop sympa, est-ce que je peux publier un de tes épisodes?» Parce qu'elle est trop sympa. Et j'ai vu qu'elle faisait ça, et j'étais: «Ah, mais c'est trop smart». En plus, ça te permet de souffler pendant, les vacances de Noël ou l'été. Et alors la première année, moi, ça a super bien marché, les années d'après, un peu moins. Mais je trouve ça quand même intéressant, aussi pour découvrir le taf d'autres gens. Et puis, en fait, je pensais que j'étais pas sûr que ça plairait à mes abonnés d'entendre quelqu'un d'autre. C'est pas tout le temps la même ligne édito, le même des fois, c'est plus Mmh. sérieux, plus, je sais pas, l'écologie, par exemple, plus sous l'angle, un peu, ingénieur, les terres rares ou des trucs comme ça, ou d'autres choses. Et en fait, si, en fait, les gens, ils sont trop contents, justement, parce qu'on a du mal à découvrir des podcasts écolos. Mais, je sais plus ce que c'était. Ah ouais, ma vision du podcast. Du coup, c'est très dur de en fait, pour moi, on est des médias,
et donc tu as une vitrine, tu as plus ou moins de gens qui passent devant et après c'est qu'est-ce que t'en fais, quoi. Si toi tu veux que ce soit j'en sais rien, pour mettre en avant tes, je sais pas, ton coaching de développement personnel, et ben c'est ça ton business derrière. Si c'est pour en fait ton vrai métier, c'est j'en sais rien, d'être une agence de com pour des associations, et ben ça va nourrir ça. Euh, Si c'est de ramener des gens vers ta chaîne YouTube ou ton coworking ou je sais pas, enfin, donc c'est vraiment ce que toi t'as envie de faire. Et pour moi il y a, oh là là, c'est tellement bateau ce que je veux dire, il y a autant de podcasts que Que de d'être formats humain. que de podcasters, Ouais. mais c'est pas un truc ouais. Et en plus entre les podcasts et YouTube et Instagram, je sais pas, pour moi c'est des mondes assez différents en Mmh. fait. Ça se multiplie, Où quoi. ouais, c'est pas les mêmes profils de personnes, c'est pas les mêmes puis même sur, voilà, si tu fais un podcast quotidien, genre Hugo Décrypte de 3 minutes versus des interviews changer le monde d'une demi-heure versus de la fiction comme les baladeurs, enfin ça, c'est des mondes qui utilisent les mêmes infrastructures, mais derrière tu peux plugger tout ce que tu veux, et donc c'est toujours au service de quoi tu le mets en fait. Et par contre, dans mon optimisme, effondrement, tout ça, bah, le podcast, c'est un des trucs les plus low-tech qui existent. Ouais. La vidéo, c'est lourd. Toi, tu as des problèmes d'électricité chez toi en ce moment. Voilà, si demain, il n'y a plus d'électricité, euh, ça coûte quasiment pas d'énergie de télécharger un podcast et après de l'écouter, Mmh. ou de stockage. Donc pour moi, c'est un médium qui a beaucoup d'avenir dans un monde où on va, degré haute force, devoir devenir plus sobre. Euh, et donc, mais par contre, bah, c'est un peu le corollaire que je n'applique pas, mais que je conseille parce que je suis hypocrite. Mais d'avoir une newsletter, parce que c'est le seul endroit où tu détiens vraiment la data de tes abonnés. Alors que si demain Spotify ou Apple Podcast ferment, eh ben on est un peu tous comme des cons, quoi. Mmh. Ou si t'es sur Insta ou YouTube, bah t'es toujours dépendant des algorithmes, et c'est moins le cas sur Tu combien le d'abonnés sur, podcast. Mais la newsletter? j'en vois plus de newsletter. Ah non! Je dis qu'il faut, c'est D'accord, un des d'accord. chantiers qu'il faudrait que je relance. Je sais pas, peut-être on en a 3000, mais c'était plus les livres au début Oui, et après YouTube. Mais j'ai complètement lâché ce navire qu'il faudrait que je rattrape. OK. Mais en plus Et ça ça c'est un peut des être trucs qui valorisé aussi, évidemment dans les partenariats. Mmh. ouais, ouais, après oui, oui, bien sûr. Le but c'est beaucoup plus de, bah, qu'il y a des gens qui découvrent ton podcast, qui vont l'écouter une fois et puis juste, même pas qu'ils ont pas envie de l'écouter, mais juste, bah, t'es pris dans la vie et Mmh. on t'entend parler d'autres choses et puis t'oublies, et quoi. Et je sais que par exemple Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself, bah voilà, sa newsletter, bah alors il la taffe bien et tout, mais je pense que ça lui ramène énormément d'écoute sur son podcast, quoi. Mmh. Et surtout c'est le seul truc dont t'es propriétaire, C'est quoi, ça, où c'est ça. vraiment C'est tu, un véritable actif, ouais. ouais. Donc je suis plutôt confiant sur le podcast par rapport au déclin énergétique en cours, quoi, par exemple. OK. Mmh, ouais. Super, merci. 3 petites questions pour finir. Où est-ce qu'on Ouais. te contacte, si on veut, poursuivre la conversation qu'on a initiée? Heu, Partout. Bah, le podcast, il est dispo partout, Soif de sens, heu, voilà, vous connaissez Spotify, Apple Podcast Addict, tout ça. Sinon, bah, je sais pas, sur LinkedIn, Pierre Chevel, sur Instagram, Soif de sens, ou pierre@soifdesens.fr si jamais, non, en général, je réponds à la plupart des gens, sauf si c'est vraiment à Super. côté de la plaque ou que je suis sous l'eau, mais ouais, non, non, avec plaisir, moi j'adore discuter avec les gens, et les gens ils sont là: «Oh mais tu réponds?» Je fais: «Bah ouais, tu m'as écrit», et puis je suis pas, ça je suis à, c'est peut-être négatif, je sais pas, mais je reçois pas tant de mails que ça en fait. Les gens ils surestiment pas mal à quel point tu es bombardé. Mmh. Heu, Bah les podcasteurs, comme tu as pas de, bon maintenant sur Spotify tu peux laisser un commentaire, mais tu es beaucoup plus bombardé de messages quand tu es sur YouTube ou sur Insta que sur le podcast, quoi. Donc en fait, hésitez pas à contacter les podcasteurs que vous kiffez, quoi. Et de quoi as-tu besoin en priorité sur les, 6 prochains mois? J'ai besoin de plus de temps comme tout le monde. Heu Moi, c'est, ouais,
maintenant que, en plus, j'ai doublé mon nombre d'écoutes, du coup, je suis là, bah, en fait, ça fait 2 fois plus de créneaux de sponsoring à remplir, donc ça veut dire qu'il faut que je passe 2 fois plus de temps à démarcher. Donc ça va être un gros enjeu de comment je peux automatiser et idéalement déléguer, parce que là, c'est un truc qui s'autofinance assez facilement. Trouver quelqu'un, soit un prestat, soit... Je suis un peu toujours mitigé de mon idéal d'être tout seul et d'être libre et de pouvoir me lever à 10h si j'ai envie ou travailler le soir ou quoi. Versus embaucher un alternant, un stagiaire. Donc bosser avec des freelances, c'est un truc qui me parle bien parce que, enfin voilà, s'il y a des freelances commerciaux par exemple, là je voudrais tester avec une monteuse, mais pareil, il faut que je gagne un peu assez d'argent pour que ça vaille le coup de gagner ce temps-là. Mais ouais, c'est comment automatiser plus de choses et déléguer. Il faut que j'apprenne à déléguer parce que je l'ai jamais fait et que bon, maintenant ça commence à tourner, donc il est temps, quoi. Top. Ok. Et pour finir, une reco? Ouais, une reco, ça serait Victoria de Nouvel Oeil, Ouais, ouais. qui est qui est une jeune que j'aime trop, qui est hyper rayonnante. C'est dur enfin, un peu une amoureuse de la vie. Je vois pas trop, c'est pas très clair comme ligne édito. C'est pas mal sur des trucs engagés, mais pas que, quoi. Aussi développement personnel, bien-être. Mais je sais pas, elle a un truc très poétique Hmm. qui résonne beaucoup avec les gens. Euh, pour vous donner un exemple un peu fou, là, en ce moment, elle est allée en Inde avec un copain, le jeune engagé, sans prendre l'avion. Donc, ils ont mis, je sais pas, plus d'un mois à y aller. Ils sont allés à la COP à Dubaï sans avion, quoi. Donc des bus, des trains, des ferries, etc. Et Gros parce coup que de dans une cœur. démarche Ouais, écolo, ouais. évidemment. Ouais. Et humainement, et je trouve que ouais, c'est par rapport à les podcasts qui se définissent plus par leur thématique, elle, je trouve que c'est plus par bah justement la joie, encore une fois, sa personnalité vraiment à elle, que en plus elle est trop jeune et trop mature et t'as l'impression d'entendre Bouddha dans un corps de 23 ans, quoi, et c'est assez cool. Yes. Ça donne beaucoup de confiance Ouais, et de pêche. Nouvel Œil, ça s'appelle. C'est un Super. podcast du coup. Merci beaucoup, Pierre. On a fait un super tour. On a été un petit peu plus bavard que prévu et ça, bon, bah, c'est normal. Ouais, On je est suis 2 désolé. podcasteurs. J'aime trop ces C'est sujets. normal, c'est normal. On aurait pu faire 1 heure de plus. Bon, bah, j'invite tout le monde à aller dans la description pour cliquer et poursuivre les écoutes et les conversations qu'on a initiées ici. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, ciao tout le monde.